Donc, on en serait rendu à la deuxième section qui traite du financement du régime de retraite. Donc, avant de parler du financement, peut-être juste vous rappeler la différence entre des régimes à prestations déterminées et des régimes à cotisation déterminée. Donc, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, vous avez un régime de retraite à prestations déterminées. C'est pour ça qu'on vous expliquait les prestations dans un premier temps. Parce que dans un régime à prestations déterminées, comme c'est mentionné à droite, on commence par établir les prestations et le financement du régime devient l'élément variable qu'on va faire fluctuer en fonction de la promesse de rente qui, elle, à moins qu'il y ait des améliorations, mais sans tenir compte d'amélioration, habituellement, l'élément stable, c'est les prestations et on ajuste le financement en fonction de l'évolution des hypothèses pour établir un financement adéquat. Alors que dans un régime à cotisation déterminée, où soit le volet flexible, soit des REER, mais c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous savez le montant qu'on verse dans ces véhicules d'épargne retraite-là, mais on connaît aucunement à l'avance quelle va être la prestation qu'on va recevoir de ces prestations-là. Donc, je fais toujours le parallèle avec l'année 2008, quand il y a eu la crise financière importante. Participant qui était dans un régime à cotisation déterminée, qui a pris sa retraite au début de l'année 2009, puis qui venait de perdre 20 de ses placements, bien, lui, du jour au lendemain, ses revenus de retraite là, risquaient d'avoir subi une perte là, qui serait impossible à récupérer. Alors qu'un participant de votre régime qui quittait en 2009, même s'il y a eu une crise financière la veille, la prestation était garantie, était déterminée à l'avance. Donc, il y a une très grande différence. Puis, comme c'est mentionné ici, c'est bien certain que dans un régime à cotisation déterminée, c'est uniquement les participants qui assument le risque, principalement d'investissement, là, de l'épargne retraite, alors que dans un régime à prestation déterminée, le risque est partagé entre les participants et l'employeur. On pourrait ajouter participants actifs, parce que comme je vais vous le mentionner tout à l'heure, il y a des contraintes dans les régimes de retraite. La notion de droit acquis dans la loi est fortement enchâssée, de sorte qu'on ne peut pas venir réduire les droits d'un retraité ou même les droits que vous avez déjà accumulés dans un régime de retraite. Donc, ultimement, c'est uniquement les participants qui sont encore actifs à l'emploi et l'employeur qui vont venir verser des cotisations additionnelles là, pour résorber un déficit d'un régime à prestations déterminées. Et dans un régime à cotisation déterminée, la valeur de vos droits, bien, en tout temps, c'est égal à la valeur de votre compte. Donc, ça peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Alors que dans un régime à prestations déterminées, ce qu'on fait, puis je vais vous l'expliquer un peu plus en détail plus loin, on regarde, à l'aide d'une évaluation actuarielle, on regarde la valeur de nos placements qu'on compare avec la valeur des engagements qu'on a envers les retraités et les participants actifs. Et l'écart entre les deux, parce qu'il y a toujours un écart, va constituer soit un excédent, un surplus ou un déficit actuariel. Donc, l'évaluation actuarielle, ce que l'actuaire doit faire, c'est de regarder les promesses de rente, les prestations qui sont prévues par le régime de retraite. Et selon la loi, ces promesses de rente-là doivent être entièrement provisionnées. Donc, contrairement à les régimes publics, si on pense à la pension de la vieillesse est aucunement provisionnée. C'est nos impôts qu'on verse cette année qui servent à payer les rentes de pension de vieillesse aux gens de 65 ans et plus. La même chose pour le régime de rente du Québec. Le régime de rente du Québec, c'est un régime qui est partiellement provisionné. Donc, il y a une certaine réserve qui est investie par la Caisse de dépôt et placement, mais il n'y a pas suffisamment d'argent là-dedans pour promettre, et puis c'est pour ça que les taux de cotisation sont ajustés de temps à autre. Il y a des transferts intergénérationnels qui s'effectuent dans les régimes publics, alors que dans un régime de retraite à prestations déterminées comme le vôtre, il faut viser un plein provisionnement du régime de retraite. Donc, c'est ni plus ni moins vous-même qui, avec l'aide de la cotisation de l'employeur, bien sûr, là, mais qui financez votre propre rente de retraite. Il y a un certain partage des risques parce qu'il y en a qui vont décéder plus rapidement que d'autres, il y en a qui vont bénéficier plus de la retraite anticipée que d'autres, et ainsi de suite. Mais globalement, c'est vous-même qui financez votre propre rente de retraite. Donc, ce n'est pas les futurs participants du régime dans quelques années qui vont venir financer votre rente de retraite à vous lorsque vous allez être à la retraite. Donc, le transfert intergénérationnel, oui, il y en a un certain, là, mais beaucoup moins important que dans les régimes du secteur public. Donc, c'est la loi qui impose. En imposant de viser toujours un plein provisionnement, bien, on s'assure de cette façon-là également de minimiser les transferts intergénérationnels. Parce que c'est bien certain, puis on va le voir tantôt avec les montants de déficit qui apparaissent dans les régimes, mais c'est là que ça vient causer un problème intergénérationnel. Parce que c'est vous qui allez financer ou qui allez devoir regarder les prestations du régime, alors que les retraités, eux, risquent de beaucoup moins partager la facture que vous. Donc, on vise à ne pas avoir de transfert intergénérationnel. Par contre, les hypothèses, c'est certain que
d'établir quel va être le rendement de la caisse sur les 40 prochaines années, quelle va être l'hypothèse d'augmentation de salaire pour les 40 prochaines années. Mais c'est des hypothèses qui sont, un, difficiles à établir, puis deux, c'est presque certain que l'actuaire du régime va se tromper dans ces hypothèses. Donc, l'idée, c'est d'être le plus juste possible, d'avoir certaines marges lorsqu'on établit le financement du régime de retraite, mais il y a toujours des ajustements qui doivent être faits. C'est pour ça que des évaluations actuarielles, ça doit être fait de façon périodique, là, au moins à tous les 3 ans. Et lorsqu'il y a un ajustement à faire, bien, étant donné que c'est un régime à prestations déterminées, l'élément qu'on ajuste, bien, c'est les cotisations. Au niveau des hypothèses, bien, vous avez ici les principales hypothèses qui doivent être établies par l'actuaire avec, si on voudrait regarder sur quel groupe de participants ça peut avoir un impact. Donc, la principale hypothèse, comme je l'ai mentionné, c'est le rendement futur sur les placements. Bien, c'est bien certain que les placements vont toucher à la fois les participants actifs et les retraités. Pourquoi? Parce que le participant retraité il reçoit une rente, mais il y a quand même un montant capital non négligeable qui est encore dans la caisse de retraite à son nom pour verser ses rentes futures. Donc, lorsqu'on fait varier le rendement futur de la caisse de retraite, ça a un impact tant pour les participants actifs que pour les retraités. Contrairement, par exemple, à l'augmentation de salaire, bien, si l'actuaire change son hypothèse d'augmentation de salaire, ça a un impact uniquement sur les participants actifs, parce que les retraités, eux, leur rente est déjà cristallisée, donc cette hypothèse-là n'aura pas d'impact sur les retraités. La même chose pour l'âge de retraite, donc c'est uniquement une hypothèse pour les futurs retraités, donc qui peut avoir un impact. Pour l'indexation de la rente, on marque ici que ça a un impact pour les retraités. Je vous dirais que ça a un impact également pour les participants actifs, mais dans une moindre mesure. C'est bien certain que le participant actif qui est à 1 an de sa retraite, bien, le changement de l'hypothèse de taux d'indexation va avoir un impact pour lui, mais le participant qui est très jeune, de changer l'hypothèse d'indexation de la rente, ça a beaucoup moins d'impact. Et l'espérance de vie, qui est un facteur là, explicatif d'une certaine façon un peu de la situation financière actuelle des régimes de retraite. On va y revenir plus loin, mais ça a un impact tant sur les participants actifs que retraités. Mais je vous dirais encore une fois que ça a davantage d'impact sur les retraités, parce que le fait de majorer, par exemple, de 2 ans l'espérance de vie de quelqu'un qui en a déjà 75 dans un régime de retraite, ça a beaucoup plus d'impact que de majorer de 2 ans de quelqu'un qui a 30 ans seulement, parce qu'on majore toujours à la fin. Donc, 2 ans de plus à 75 ans, quand on a 30 ans, ça a très peu d'impact dans un régime de retraite. Mais lorsqu'on est rendu près de ces âges-là, donc les modifications de table de mortalité que les régimes de retraite subissent ces années-ci, bien, lorsqu'on le regarde actif, retraité, ça a beaucoup plus d'impact pour les gens qui sont déjà à la retraite. Donc, en termes illustratifs, ici, ça vous montre quel effet que ça peut avoir, une variation de certaines hypothèses. Par exemple, le taux de rendement, bien, le fait d'augmenter, là, en fait, ce qu'on voit ces années-ci, c'est plutôt une baisse, là, mais si on augmente de 1 % le rendement futur de la caisse de retraite, bien, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir 12 % de moins d'argent, étant donné que je sais que je vais faire à chaque année 1 % de plus. Mais comme je vous le dis, c'est plutôt l'inverse qu'on voit, étant donné la baisse des taux d'intérêt depuis près d'une vingtaine d'années. À chaque évaluation actuarielle, l'actuaire réduit son hypothèse de rendement futur sur les placements. Donc, à chaque fois qu'on réduit le rendement, bien, ça vient augmenter ce que je devrais déjà avoir d'accumulé. Donc, si je ne l'ai pas déjà accumulé, ça vient augmenter le déficit du régime de retraite. Puis, c'est une des principales causes qui explique la dégradation de la situation financière du régime, parce qu'anciennement, il y a une vingtaine d'années, on évaluait le régime à 7 %, ça a baissé à 6,5 %. L'évaluation actuarielle du 31 décembre 2010, on était à 6,25 %. Puis là, on sait que celle qui va être déposée au 31 décembre 2013, ça va être à 5,9 %. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de la caisse est investie dans des obligations. Puis les taux sur les obligations, vous le savez, ont passé de 7-8 %, même ont déjà été aux alentours de 12-13 %. Mais là, maintenant, une obligation de 30 ans, ça rapporte 2,3 %. Donc, on place notre argent gelé pendant 30 ans. Tout ce qu'on va avoir comme revenu d'intérêt, c'est 2,3 %. Puis, on n'a pas le choix dans une caisse de retraite d'avoir ce type de placement-là parce que c'est ce qui se rapproche le plus à une rente de retraite. Donc, on sait qu'on va payer des rentes sur le long terme. Donc, si on veut sécuriser une portion de la caisse de retraite, on n'a pas le choix de l'investir dans des obligations long terme. Quand on sait qu'on va faire juste du 2,3 %, 2,4 %, bien, ça baisse le rendement futur de la caisse de retraite. L'espérance de vie, donc vous voyez que ça a quand même moins d'impact, mais ça a quand même un impact au niveau de la caisse de retraite, là, de majorer l'espérance de vie de 2 ans. Globalement, sur la caisse de retraite, ça peut avoir un impact de 2,5
comme augmentation du passif. Mais comme je vous le mentionnais, si on le regardait séparément actifs retraités, de majoré de 2 ans pour les retraités, ça a peut-être un impact de 7-8 alors que pour les participants actifs, ça peut jouer entre 1 et 3 là. Donc, ça dépend beaucoup de l'âge atteint des groupes en tant que tel. Donc, avant de regarder de plus en détail le fonctionnement de l'évaluation actuarielle, juste rappeler également qui fait quoi en termes d'administration d'un régime à prestations déterminées. Donc, de façon personnalisée, c'est-à-dire pour votre régime de retraite, parce que ce n'est pas le cas pour tous les régimes de retraite, mais ici, de la façon que ça fonctionne, c'est que parce que dans un régime de retraite, là, si on simplifie le fonctionnement d'un régime, c'est relativement simple. C'est des cotisations, des revenus de placement qui vont servir à verser des rentes de retraite et payer les frais administratifs du régime. Mais globalement, c'est des cotisations et rendements qui servent à payer des prestations. Dans votre régime ici, tant le volet cotisation que prestations, c'est des clauses qui doivent être négociées entre la PAPUL et l'Université Laval. Donc oui, il y a des cadres, il y a d'autres cadres d'emploi dans votre régime de retraite, mais votre règlement établit que c'est des lettres d'entente qui doivent être établies entre la PAPUL et l'université. Donc, de façon unilatérale, l'université ne pourra pas changer sa cotisation ou changer les bénéfices futurs du régime de retraite. Ça prend toujours des lettres d'entente. Et c'est pour ça que tout à l'heure, également, Éric Matteau mentionnait qu'ultimement, vous seriez consulté parce que s'il y a des changements au régime de retraite, ça doit passer par ce cadre-là de négociation et vous auriez des assemblées générales, des assemblées d'information pour entériner les changements là, qui seraient ultimement apportés au régime de retraite. On mentionne qu'il y a quand même des contraintes légales, c'est-à-dire que tant la loi de l'impôt sur le revenu qui vient établir des maximums de ce qu'un régime de retraite peut verser comme prestation, la loi sur les régimes complémentaires de retraite au Québec vient fixer également des minimums de prestations qui doivent être payables dans un régime. Comme tout à l'heure, la rente réversible au conjoint à 60 bien, ça, c'est un minimum qui est prévu dans la loi. À l'inverse, la PAPUL, l'université déciderait que votre régime, c'est plus 2 par année de service et 2,5 bien, la loi de l'impôt, elle vient dire qu'un régime, ça ne peut pas être plus que 2 par année de service. Fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut nécessairement comme design là, en termes de prestations et même en termes de financement. La cotisation salariale qui est fixée, qui est établie à 9 à l'heure actuelle, pourquoi elle est à 9 bien, c'est parce que la loi de l'impôt dit que si vous voulez augmenter la cotisation salariale au-delà de 9 puis on va voir tantôt que ça pourrait arriver, étant donné la dégradation de la situation financière du régime, mais à ce moment-là, au-delà de 9 ça prend la dérogation ou l'accord du ministre des Finances au fédéral pour avoir une cotisation salariale supérieure à 9 Donc, il y a des contraintes, là, tant au niveau du financement que des prestations. L'autre volet, bien, c'est les revenus de placement, de quelle façon c'est établi. Bien, ça, c'est un rôle qui est dédié au comité de retraite. De par la loi, le comité de retraite, c'est le fiduciaire administrateur du régime de retraite, puis c'est lui qui a le rôle d'investir la caisse de retraite. Donc, il doit adopter une politique de placement. Il doit le faire, puis il y en a une, effectivement. Donc, il y a une politique de placement qui vient dire de quelle façon on va gérer les placements de la caisse de retraite. Donc, ça, c'est le rôle du comité de retraite. Puis le comité doit également faire le suivi au niveau de l'administration du régime, s'assurer que les frais sont raisonnables et qu'on respecte les ententes de service qu'on a avec les différents fournisseurs. Donc, l'évaluation actuarielle, ce qu'elle vient faire, d'une certaine façon, c'est de regarder à une certaine date donnée quelle est pour le service crédité passé, donc vos années que vous avez déjà de fait dans le régime de retraite, s'il y a ou pas un excédent d'actifs ou un déficit, c'est-à-dire qu'on va regarder la valeur de nos placements de la caisse versus la valeur des engagements. C'est bien certain que si nos placements sont supérieurs à ce qu'on avait, comme dans les années 90, on parlait de surplus. Maintenant, depuis, je vous dirais, presque le début des années 2000, on est plutôt en déficit, c'est-à-dire que la valeur de nos engagements sont supérieures à la valeur de nos placements. Donc ça, c'est pour vos années de service qui sont déjà faites dans le régime de retraite, mais l'actuaire doit regarder également pour le futur, donc doit regarder en termes de cotisation pour les années de service futures, est-ce que je suis en excédent ou en insuffisance de cotisation. Donc, par rapport au taux de cotisation que vous versez maintenant, est-ce qu'il y a un ajustement qui doit être fait pour les années de service futures? Parce que la promesse de rente, le 2 par année de service, pour les années 2014 et plus, mais ça, c'est avec la prochaine évaluation actuarielle qu'on va savoir combien coûte chacune de ces années de futures-là. Donc, c'est un peu de la façon que fonctionne une évaluation actuarielle, c'est-à-dire de regarder le passé, de regarder le futur, mais toujours, comme je le mentionnais tantôt, en regardant ça avec un groupe fermé, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas qu'il va y avoir des nouveaux participants qui vont arriver dans le régime, puis que ça va être eux qui vont financer vos promesses de rente. C'est vraiment de regarder avec les participants actuels du régime combien coûtent les années déjà accumulées et combien coûteront les années de services futurs.
Donc, en termes de cotisation, il faut également distinguer la cotisation d'exercice, qui est justement le coût de vos prochaines années de service dans un régime de retraite, de la cotisation d'équilibre. Lorsqu'on parle de cotisation d'équilibre, c'est que le régime est justement en déficit. Donc, il manque de l'argent et on doit verser des sommes additionnelles pour revenir à l'équilibre, revenir à une situation où l'actif va être égal au passif. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une cotisation d'équilibre. Donc, et malgré le fait que ça soit relatif à tous les participants, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une cotisation d'équilibre va être versée uniquement par l'employeur et par les participants actifs. Donc, si je reviens à la cotisation d'exercice, actuellement, en fait, là, je dis actuellement, mais ça date du 31 décembre 2010. Là, donc, depuis 2011, l'actuaire a établi que les années de service futures dans votre régime de retraite coûtaient 16,3 de la masse salariale. En théorie, comme je l'ai mentionné, ça devrait être partagé 50-50, plus mon fameux 0,4 Donc, la cotisation salariale que vous devriez verser à l'heure actuelle est de 7,95 et la cotisation patronale devrait être de 8,35 Donc, comme je vous l'ai montré, vous ne cotisez pas 7,95, vous cotisez 9 Pourquoi? Parce que là, il y a toute une entente qui a été mise en place depuis quelques années pour respecter toujours la fameuse règle de partage 50-50 du financement global du régime de retraite, incluant les cotisations d'équilibre. Donc, tout à l'heure, quand je vais vous parler des cotisations d'équilibre également qui doivent être versées à la Caisse, bien, il faut tenir compte de ces deux éléments-là pour établir vraiment la cotisation totale que vous versez au régime de retraite. Donc, oui, vous cotisez plus que 50 de la cotisation d'exercice, mais c'est parce que le régime est en déficit actuariel. Et l'autre élément à mentionner, c'est l'amortissement. Lorsqu'il y a un déficit, le déficit est amorti sur 15 ans. Donc, la période durant laquelle il faut viser à revenir à l'équilibre, c'est une période maximale de 15 ans. C'est un maximum de sorte que si les parties s'entendaient pour le capitaliser plus rapidement, ça pourrait être fait, mais disons que minimalement parlant, puis habituellement, c'est ce que tous les régimes de retraite font, on va payer la cotisation minimale reliée à l'amortissement du déficit, donc on va amortir ça sur 15 ans. L'autre élément qui vient entrer en ligne de compte dans le financement de votre régime de retraite, c'est des modalités d'allègement. Donc, pourquoi qu'on parle de modalités d'allègement? C'est suite à la crise financière de 2008 où les caisses de retraite avaient perdu là, en moyenne près de 20 Le rendement moyen des caisses de retraite en 2008, c'était moins 20 là. Ici, on avait été relativement chanceux, on était à peu près à moins 15 mais même, rappelez-vous, la caisse de dépôt, c'était à moins 25 Donc, du jour au lendemain, là, ça représentait des sommes additionnelles importantes à verser dans les régimes de retraite. Donc, le gouvernement a édicté des modalités d'allègement permettant de ne verser que 20 de la cotisation qui serait normalement requise pour capitaliser le déficit. Donc, en fait, ça s'est fait sur la période 2010 à 2013, que l'employeur peut ne verser que 20 Et à la fin de la dernière année, en 2013, le gouvernement a renouvelé les modalités d'allègement, mais à ce moment-là, la cotisation minimale était à 50 Donc, depuis le 1er janvier 2014, l'université, parce que l'université s'est prévalue des modalités d'allègement, mais la cotisation minimale requise a été augmentée de 2,5 fois ce qu'elle était en 2013, parce que le minimum est passé de 20 à 50 Et dans votre cas, c'est bien certain que tout ça entre en ligne de compte également dans la clause banquier. Du fait que vous devez payer 50 si l'employeur verse seulement 20 ou 50 votre quote-part est réduite d'autant. Mais c'est bien certain que des modalités d'allègement fait juste différer certains montants qui doivent être versés ultimement dans le régime de retraite. Donc, on repose sur quelques années des montants qui seraient normalement requis. Donc, si on revient encore une fois à l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2010, ça, c'était les résultats là, qu'on vous a déjà communiqués, qui sont dans les rapports annuels et ainsi de suite. Donc, la caisse de retraite en 2010 valait 432 millions, mais la valeur des engagements du régime, 469, donc le régime est en déficit de 37 millions de dollars. Le service futur, je vous l'ai mentionné tantôt, représentait 16,3 des salaires, qu'on a scindé en 9 et 7,3 parce que, également, pour le service passé, la cotisation d'équilibre qui aurait dû être versée dans le régime était de 3,8 millions par année à compter de 2011 et pendant 15 ans. Et si on l'exprime en pourcentage de la masse salariale de 2011, ça représentait 5,4 des salaires. Donc, en théorie, là, le coût global du régime était de 21,7 depuis le 1er janvier 2011. Donc, vous auriez dû verser, si on prenait 50 de ça, près de 11 de votre salaire en cotisation. Par contre, ça a été plafonné à 9
Et là, il y a toute une comptabilité qui se fait de façon séparée du régime de retraite pour s'assurer que le respect du 50 % est respecté. Parce que oui, vous avez majoré votre cotisation à 9 %, mais comme je vais y venir un peu plus loin, vous avez également défalqué une augmentation de salaire, puis il y a une autre augmentation de salaire pour laquelle vous ne cotisez pas au régime de retraite. Bien, tout ça est relié à la situation financière du régime de retraite pour s'assurer que globalement, vous payez 50 % de l'amortissement du déficit. Donc, si on le reprend juste de façon illustrative, mais vous voyez qu'au 31 décembre 2010, le régime était en déficit et à ce moment-là, la cotisation pour le service futur était vraiment égale à la cotisation qui était normalement requise parce que c'est à cette date-là, les taux de cotisation avaient été ajustés. Donc, ça, on est toujours au 31 décembre 2010. Donc, le partage du déficit, si on veut, comme je vous l'ai mentionné, votre cotisation salariale a été augmentée jusqu'à 9 %. Et également, vous avez eu une augmentation de salaire de 2,25 %. Là, je parle pour les gens de la PAPUL principalement. Donc, une augmentation de salaire qui a été défalquée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette augmentation de salaire-là va vous être remise à partir du moment où la situation financière du régime va revenir à l'équilibre. Mais elle ne sera pas versée de façon rétroactive. Donc, c'est pour ça qu'on parle de défalcage du salaire, c'est qu'il n'y aura pas de rétroaction là, de tout le 2,25 au moment, si le régime revient à l'équilibre dans 5 ans, puis votre salaire a été défalqué pendant 8 ans, mais oui, il va être remis à niveau, votre salaire, mais il n'y aura pas de récupération là, du salaire non versé pendant cette période-là. Par contre, il y a eu une autre augmentation de salaire de 0,75 % qui, elle, vous a été versée, mais elle n'est pas cotisable non plus au régime de retraite tant et aussi longtemps que le régime est en déficit. Donc, celle-là, vous la recevez. Par contre, vous ne versez pas de cotisation. Et à l'inverse, on n'en tient pas compte non plus dans le calcul de la rente de retraite tant et aussi longtemps que le régime ne sera pas revenu à l'équilibre. Et donc, le dernier point que j'avais mentionné, donc l'université, depuis 2011, donc depuis l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2010, a utilisé les modalités d'allègement, donc a versé seulement 0,8 million au lieu de 3,8 millions de 2011 à 2013. Et depuis 2014, mais là, verse 50 %, là, donc verse 1,9 million par année là, de plus pour ramener le régime à l'équilibre, mais c'est moins que la cotisation qui serait requise s'il n'y avait pas de modalité d'allègement. Le dernier élément également qu'on regarde dans une évaluation actuarielle, c'est la solvabilité d'un régime de retraite, son ratio de solvabilité. Et ça représente la situation financière du régime selon un scénario de terminaison du régime de retraite. Donc, il faut s'entendre ici que c'est une terminaison théorique, mais qui fait en sorte que, à ce moment-là, les hypothèses que l'actuaire doit utiliser, c'est des hypothèses qui sont prescrites par la Régie des rentes du Québec. Donc, des hypothèses de marché, des taux d'intérêt qui sont très bas. Et ça fait en sorte que, vous le voyez ici, là, au 31 décembre 2010, on parlait d'un déficit de solvabilité de 99 millions. Donc, beaucoup plus important que le déficit sur base de capitalisation ou sur base de pérennité du régime de retraite qui était de 37 millions. Donc, on parlait d'un ratio de solvabilité de 81 % au 31 décembre 2010. En fait, ce déficit-là n'a pas à être financé parce que la loi a été changée il y a quelques années déjà pour faire en sorte que les universités, les villes, le financement d'un régime de retraite ne se fait plus sur la base de la solvabilité. Ça a été quand même une cause de dégradation importante de la situation financière des régimes. Puis dans le secteur privé, des entreprises comme des papetières, puis tout ça, des régimes rendus solvables à des ratios de 50-60 %, il y en a eu. Puis le problème, c'est que ces régimes-là, l'entreprise a mis fin à ses activités également. Donc, quand l'employeur déclare faillite puis que le régime est solvable seulement à 50 %, bien, ça veut dire que les participants ont perdu 50 % de leurs droits parce que là, il n'y a plus d'employeur pour baquer ou, si on veut, rembourser le déficit de solvabilité. Dans votre cas, ce qui est prévu, c'est que si jamais il y avait terminaison du régime, bien, l'université est responsable, puis il y a le gouvernement en arrière aussi, de sorte que, en toute fin pratique, là, il y a très peu de chances qu'un régime du secteur public, les gens perdent des droits à l'égard de la solvabilité. Puis c'est pour ça que la loi a été modifiée pour dire que depuis 2007, les déficits de solvabilité n'ont plus à être financés dans le secteur public, là, tant universitaire que municipal. Donc, si on reprend sommairement les particularités de votre régime de retraite, c'est que vous avez un régime de retraite qui est déjà financé à part égale, 50-50 entre les participants actifs et l'employeur. C'est un des gros points qu'on entend beaucoup parler là, dans les médias puis tout ça, parce que, comme dans le secteur municipal, la Ville de Québec, on est loin d'un partage 50-50. Donc,
Je veux dire, il y a des marges que vous, dans votre régime, c'est en termes de partage du financement à part égale, vous avez déjà fait ces étapes-là, contrairement à ce qu'on demande dans les villes. Là, souvent, l'employeur va verser 65 ou 70 du coût. Donc, il y a quand même une mise à niveau qui demande à être fait, un partage plus équitable avec les participants actifs. Et vous, le partage 50-50 se fait tant pour le service futur que pour les déficits. Là. Et dans votre cas, bien, étant donné qu'on veut respecter cette clause 50-50-là, bien, il y a une clause banquier qui existe depuis plus de 10 ans maintenant pour s'assurer que si jamais vous versez plus ou moins que votre 50 bien, à ce moment-là, il y a un solde qui s'accumule et qui va devoir être versé soit par vous et qui va vous être redonné. À l'heure actuelle, l'effet de la défalcation de vos salaires et du fait que vous versez 9 versus 7,3 pour l'employeur, bien, vous mettez de l'argent de côté. Il y a une réserve qui est constituée à votre nom au service des finances de l'Université Laval, du fait que vous cotisez plus que 50 du coût global du régime à cause des modalités d'allègement aussi. Mais c'est bien certain qu'avec les prochains paramètres d'évaluation actuarielle, cette réserve-là va s'épuiser très rapidement, puis que ça ne sera pas suffisant non plus pour assumer votre 50 du coût du régime. Donc, un déséquilibre, comme je mentionnais, là, en termes pour respecter cette clause banquier-là depuis 2004 et les lettres d'entente qui ont été signées avec la PEPUL, puis il y a eu des lettres d'entente également signées pour les cadres, faire en sorte qu'il y ait des augmentations de salaire qui sont soit non versées ou non cotisées pour assumer votre quote-part. Et également, il y a certaines primes, comme le temps supplémentaire, étaient antérieurement cotisables au régime de retraite, ce qui n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2012. Si vous faites du temps supplémentaire, oui, vous allez avoir une rémunération pour, mais ça ne sera pas cotisable au régime de retraite, puis on n'en tiendra pas compte non plus pour la rente de retraite. Par contre, tout ce qui est le service passé avant ça, si vous avez cotisé sur du temps supplémentaire, bien, ça va rentrer en ligne de compte là, au moment du calcul de votre prestation. En termes d'évaluation sommaire, si on veut, parce que ce n'est pas encore des chiffres finaux, là, de la situation financière du régime qu'on prévoit au 31 décembre 2013, mais vous avez la photo ici, c'est-à-dire que pour le service passé, le régime, le déficit qu'on avait de 37 millions, c'est peut-être une borne maximale, là, je vous mentionnerai, c'est-à-dire que le déficit devrait être aux alentours de 90 millions. 90 millions, ça, c'est le montant que l'actuaire avait présenté au comité de retraite au mois d'octobre-novembre dernier. On sait que les rendements ont été meilleurs un peu que prévu là, dans les derniers mois de l'année 2013. Par contre, il peut y avoir d'autres éléments au niveau des données des participants, des évolutions de salaire, et ainsi de suite. Donc, le déficit devrait être aux alentours de 90 millions. Et pour le service futur, la cotisation pour le service futur devrait être aux alentours de 18 même être supérieur à 18 là, pour vos années de service à compter de 2014. De sorte que la cotisation actuellement versée de 16,3 est insuffisante, donc va devoir être ajustée à la hausse pour tenir compte du coût des promesses de rente futures du régime de retraite. Et les cotisations d'équilibre aussi vont être augmentées parce que là, maintenant, ce n'est plus un déficit de 37 millions qu'on doit rembourser, c'est un déficit de 90 millions. Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, les résultats finaux devraient être... le comité de retraite rencontre son actuaire le 20 mai prochain, donc suite à ça, là, puis à l'assemblée annuelle de votre régime qui va avoir lieu à la mi-juin, les résultats finaux vont vous être divulgués. Donc, monsieur demande si le 90 millions tient compte des nouvelles tables de mortalité. Je vous dirais oui à 95 dans le sens qu'il y avait, à l'époque, à l'automne, l'Institut canadien des actuaires n'avait pas encore formalisé tous les éléments reliés aux nouvelles tables de mortalité, mais je vous dirais que la grosse bouchée concernant l'amélioration de l'espérance de vie, oui, est tenue compte dans le 90 millions. Ce qui manquait, c'est parce que maintenant, les dernières études qui ont été faites montrent qu'il y a un parallèle qui doit être fait ou l'expérience démontre que plus la rente d'un retraité est élevée, plus son espérance de vie est grande. Donc, dit comme ça peut paraître bizarre, mais en réalité, il y a une relation entre le niveau de vie d'un participant et son espérance de vie, de sorte qu'on doit, d'une certaine manière, ajuster les tables de mortalité qu'on utilise dans des régimes de retraite pour tenir compte du niveau des rentes qu'on verse. Puis dans un régime de retraite de professionnels et cadres, il faut s'entendre qu'on va ajuster à la hausse l'espérance de vie, de sorte qu'il va y avoir une majoration du passif qui va être fait là, dans votre régime de retraite. Donc oui, c'est tenu en compte ici, mais ça peut peut-être augmenter de quelques millions le déficit du fait là, que le facteur d'ajustement pour le niveau de rente n'est pas encore considéré, parce qu'à l'automne, ce n'était pas encore formel, puis je vous dirais qu'on
Idéalement, on ne le ferait pas de cette façon-là parce que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a des participants dans votre régime de retraite qui arrivent à l'université à 55 ou à 60 ans. Il y en a des gens qui adhèrent plus tard là, au régime. Ces gens-là vont avoir des rentes plus petites, mais ce n'est pas vrai que leur espérance de vie est plus basse. Ils ont peut-être accumulé une rente de retraite aussi importante dans un autre régime de retraite, mais ça, on ne peut pas en tenir compte parce qu'on ne connaît pas ces informations-là. Donc, de tenir compte du montant de la rente de retraite, c'est un peu bizarre, mais donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de regarder vraiment l'expérience du groupe ici, mais l'Institut canadien des actuaires dit en bas de 1000 retraités, vous n'avez pas le nombre suffisant de retraités, d'expérience au niveau du décès, tout ça pour avoir votre propre table de mortalité. Donc, on n'aura pas le choix de tenir compte de ces fameux facteurs d'ajustement-là.